Salut et bienvenue dans Les Belles Découvertes, le podcast de l'EM Normandie qui vulgarise la recherche. Aujourd'hui, nous sommes avec Sébastien Bourdin. Bonjour Sébastien. Bonjour. Doyen délégué de la faculté et professeur en géographie économique à l'EM Normandie. Tu t'intéresses beaucoup et depuis plusieurs années à des sujets en lien avec l'écologie. Nous allons justement aujourd'hui parler de l'économie circulaire et tenter de comprendre pourquoi les entreprises innovantes sont aussi les plus performantes. Alors première question, Sébastien, est-ce que tu peux nous définir ce que c'est que l'économie circulaire et nous donner quelques chiffres sur l'état de ce marché en France et peut-être même en Europe ? Alors, l'économie circulaire, tout d'abord, il faut définir ce que c'est que l'économie linéaire. C'est-à-dire l'économie linéaire dans laquelle on est aujourd'hui. On extrait de la matière première, on fabrique, on consomme, on jette. Et depuis toujours, notre économie est basée sur ce système extraire, fabriquer, consommer, jeter. Et aujourd'hui, on s'aperçoit que on ne peut plus extraire des matières premières comme on a pu en extraire pendant des siècles et des siècles parce que les ressources sont épuisables. Et on commence à découvrir que les ressources sont épuisables et qu'en bout de chaîne, lorsqu'on jette, ça a un impact environnemental. D'où la nécessité d'aller vers une économie circulaire. Donc c'est une économie basée sur la production de biens et de services qui va chercher à limiter l'impact environnemental de différentes manières, y compris dans la consommation. Et elle essaye de respecter la règle des 3 R, recycler, réutiliser et puis réduire aussi. Parce que quand on parle d'économie circulaire, ce n'est pas seulement recycler les déchets, etc., mais c'est aussi réduire notre consommation de ressources pour produire un déchet ou un service. Est-ce que justement, tu as un exemple d'une entreprise qui a réussi à s'intégrer, j'ai envie de dire, parfaitement à cette économie de la circularité ? J'en ai plein. J'en ai plein. Il y a Bioseptile, par exemple, qui fait des brosses à dents avec une tige entièrement avec des produits recyclés. Alors, par exemple, issus de bioplastique et aussi issus de coquilles Saint-Jacques qui ont été broyées. Il y a l'entreprise 1083 qui fabrique des jeans. Alors, le business model de cette entreprise, c'est de dire on va aller chercher des ressources pour produire le jean dans un rayon de 1083 km. Okay. Donc ça, c'était à l'origine leur business model. Puis ils se sont dit, on va aller vers l'économie circulaire. Et donc, ils se sont dit, eh bien, on va produire un jean uniquement à partir de jeans qui sont usés. Et donc, en fait, ils expliquent que si un consommateur vient acheter un jean qu'ils appellent le jean infini de 1083, eh bien, ils auront un rabais s'ils rapportent eux-mêmes leur propre jean et ensuite qu'ils le réutilisent et pour qu'il soit recyclé. J'allais te poser la question justement, est-ce que le critère local, tu parlais de 1083, rentre en jeu dans l'économie de la circularité ? Pour moi, c'est fondamental. C'est-à-dire que quand on regarde toutes les définitions, que ce soit chez les académiques ou même la définition de l'ADEME ou la Fondation Ellen MacArthur, on ne parle pas du tout du fait que ça soit qu'il y ait besoin d'une économie de proximité. Or, je pense que c'est indispensable. Est-ce que si une entreprise française envoie ses déchets en Inde ou en Chine, les faire recycler, on va considérer que c'est l'économie circulaire? Si on regarde les définitions, on va dire oui. Et dans la réalité, moi je dis que non, parce que envoyer ces déchets à l'autre bout de la planète, ça a un impact environnemental très important. D'où la nécessité de vraiment localiser les activités d'économie circulaire et faire en sorte de créer de l'économie circulaire à l'échelle locale. Ouais. C'est intéressant ta prise de position parce que je sais que c'est un sujet qui te passionne depuis plusieurs années, avant l'EM Normandie, il me semble aussi. Pour quelles raisons est-ce que tu t'es vraiment pris au jeu avec, entre guillemets, avec l'économie de la circularité ? En fait, les questions environnementales m'ont toujours importé. On ne peut plus fermer les yeux comme les décideurs politiques dans le monde l'ont fait pendant des années, depuis le rapport Brundtland et puis la COP 21, etc. Et on a besoin de faire bouger les lignes et de faire changer les choses. Et du coup, dans ce contexte-là, moi, ça me semble fondamental d'essayer d'aligner ce à quoi on croit en termes de comportement individuel avec les recherches qu'on produit. Et c'est pour cette raison que j'avais vraiment envie d'approfondir cette question de l'économie circulaire. Ouais.
Alors si on rentre dans le vif du sujet, aujourd'hui on constate que le marché de la consommation responsable progresse d'année en année d'ailleurs. J'ai un chiffre, 37,4% des consommateurs se disent motivés par des achats responsables. Ça date de 2021 cette statistique. Quels sont réellement les leviers et les freins à l'économie circulaire selon toi? Alors dans les freins, si je commence par les freins, et en même temps du coup après je parlais des leviers, mais dans les freins il y a déjà un problème de connaissance et de sensibilisation qui est encore émergente. Donc on commence à parler d'économie circulaire un peu partout, mais globalement si je vais interroger tout à chacun, c'est quoi l'économie circulaire? Bon, ça ne leur parle pas forcément. Donc il y a un problème de connaissance, de sensibilisation, et il faut progresser là-dessus et continuer de parler d'économie circulaire et en faire la promotion. Deuxièmement, il y a des comportements qui sont encore difficiles à faire évoluer. Deux exemples concrets de business model autour de l'économie circulaire, Le Bon Coin et Blablacar. Blablacar, c'est typiquement un business model d'économie circulaire puisque plutôt que d'acheter une voiture, je vais acheter l'usage de la voiture par une tierce personne qui va conduire. Et là, tout le monde y est gagnant. D'un point de vue économique, le conducteur est gagnant parce que du coup, ça lui permet d'amortir le prix de l'essence et du péage. La personne qui prend le Blablacar, ça lui évite d'acheter un billet de train qui va coûter plus cher ou tout simplement de louer une voiture ou autre parce qu'il n'a pas de voiture. Et puis d'un point de vue environnemental, c'est tout bénef. C'est la même chose avec Le Bon Coin. Plutôt que d'acheter une table basse neuve, je vais aller sur Le Bon Coin et je vais la payer peut-être 300 € moins cher parce que j'aurai un particulier qui aura voulu la vendre. Et puis moi, je suis intéressé par avoir cette table basse qui n'est pas abîmée et que je vais pouvoir récupérer pour 3 ou 4 fois moins cher. Sauf que c'est des comportements qui sont encore difficiles à faire accepter. Quand on demande aux Français, est-ce que vous êtes prêts à faire du Blablacar? Ce n'est pas la grande majorité. Est-ce que vous êtes prêts à acheter des meubles qui sont d'occasion ou de seconde main plutôt que d'acheter du neuf? Ce n'est pas encore la majorité. Même si, globalement, on voit que ça commence à bouger assez vite. Vinted, par exemple, là aussi, on est sur l'économie circulaire. Plutôt que de jeter mon vêtement, je vais le remettre sur le marché. Donc, ça commence à bouger, mais malgré tout, il reste encore quand même des comportements à changer. C'est quoi? C'est cette image de l'économie de l'occasion qui est encore considérée comme une sous-économie? Ouais, voilà, c'est ça. On aime bien être propriétaire du bien. Donc, j'aime bien avoir ma bagnole plutôt que d'avoir à louer le service du Blablacar. Ouais. J'aime bien être propriétaire de ma télé plutôt que de louer ce qu'on appelle la fonctionnalité de la télé. Il y a des Darty, Boulanger, etc. qui proposent ça maintenant. Donc voilà, il y a vraiment des problèmes de comportement de consommation. Ça, pour moi, c'est un des freins les plus importants. Mais ça bouge aussi, donc tant mieux. Il y a aussi un frein juridique. Aujourd'hui, toutes les lois et normes qui sont produites ou qui ont été produites dans le passé, elles ont été produites dans le contexte d'une économie linéaire. Sauf qu'aujourd'hui, dans le contexte d'une économie circulaire, ça ne marche plus. On peut plus. Il y a la gestion de certains déchets qui n'est pas possible de recycler parce qu'il y a des normes, etc., etc. Mais ces normes étaient appliquées à l'économie linéaire. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, on passe dans une économie circulaire. Des normes techniques, en termes de recherche, d'innovation, il y a encore beaucoup de choses aussi à faire. Recycler un déchet, ce n'est pas évident. Séparer les matières pour les trier, ce n'est pas du tout évident. Donc il y a plein de choses aussi de ce côté-là. Et puis pour terminer, le frein organisationnel. Dans une entreprise, ça demande quand même de repenser la façon d'organiser l'entreprise. Entre les entreprises en B2B, c'est aussi des modifications aussi qui ne sont pas si évidentes que ça. Ouais. Alors si j'ai bien lu tes articles sur le sujet, il y a une relation de cause à effet a priori entre l'innovation et l'économie circulaire. C'est bien ça? Oui, alors du coup, ce qu'on montre, alors au début, on a fait juste des statistiques simples et on montre que, donc on a interrogé 1000 entreprises dans le secteur de la chimie, donc des petites, des grandes, etc. Et en fait, on montre que sur ces 1000 entreprises, il y a 69% d'entre elles qui sont engagées dans l'économie circulaire parce qu'elles sont innovantes. Et en fait, toutes les entreprises qui innovent, enfin 69% d'entre elles, ont plus tendance à adopter des business models d'économie circulaire que les autres. Donc oui, c'est un facteur important. Et puis après, on a fait des modèles économétriques qui permettent de tester cette hypothèse et qui montrent, et qui démontrent d'ailleurs, vraiment cette relation de cause à effet entre innovation et économie
circulaire. Mais c'est quoi une entreprise innovante? C'est une start-up au sens propre, on l'entend? Ouais. Qu'est-ce que c'est concrètement? Est-ce qu'un grand groupe peut être considéré comme une entreprise innovante? Oui, alors en fait, on a souvent tendance à... D'abord, une entreprise innovante, c'est une entreprise qui concentre ses investissements humains et matériels principalement dans la création d'innovation. Et en fait, on a souvent tendance à penser innovation dans le dur, donc la start-up, etc., voire le gros groupe qui va qui va déposer un brevet, etc., etc. Sauf qu'on a aussi des innovations qui peuvent être aussi d'ordre organisationnel, changer les comportements, changer les modes d'organisation dans l'entreprise, c'est déjà de l'innovation. Donc, ce n'est pas forcément de l'innovation en dur. Et puis après, ça peut être aussi faire de l'innovation pour rester compétitif sur un marché, pour gagner un nouveau marché ou pour construire tout simplement un nouveau marché. Alors, je reviens à ma question. Comment une entreprise innovante fait pour mieux s'intégrer qu'une entreprise, entre guillemets, classique dans l'économie circulaire? Alors, cette entreprise innovante, on va dire qu'elles sont habituées à innover. Et or, ce que nous montrent aussi tous les articles scientifiques sur le lien entre innovation et entreprise, c'est qu'il y a besoin de prendre des risques. Ouais. Et ces entreprises-là, elles sont plus enclines à vouloir prendre des risques. Et donc, ça peut expliquer aussi pourquoi elles sont plus enclines à s'engager dans l'économie circulaire, parce que justement, c'est prendre un risque que de s'engager dans l'économie circulaire. Ouais. Parce que rien ne dit que le business model va marcher, etc. Dans tes recherches, Sébastien, est-ce que tu as identifié au contraire une entreprise ou un modèle d'entreprise qui ne serait absolument pas apte à prendre le train en marche, si j'ose dire? Alors j'ai envie de dire, heureusement non. C'est-à-dire que ce soit en termes de secteur d'activité, le BTP, le secteur des services, etc., on peut faire l'économie circulaire. Donc en termes de secteur d'activité, et puis petites ou grandes entreprises, on peut faire l'économie circulaire partout. Y compris pour une boulangerie. Dans tous les secteurs d'activité, on peut faire l'économie circulaire. Ouais. Donc c'est un message d'espoir que tu as. Très clairement, oui. Très clairement, ouais. Bon, c'est une bonne nouvelle pour les gens qui nous regardent. Comment la France ou l'Europe peuvent favoriser cette dynamique justement? Il y a des leviers qui sont mis en place? Alors en France, il y a l'ADEME qui est en gros l'agence de l'écologie, c'est le bras armé du ministère de l'Environnement. Et eux, l'ADEME finance des projets de recherche soit en sciences dures, soit en sciences humaines et sociales, mais aussi des projets d'entreprise et de business models innovants autour de l'économie circulaire. Donc, un des gros leviers pour booster l'économie circulaire, c'est très clairement le levier financier. Et donc, investir massivement dans l'économie circulaire et investir dans la recherche et le développement. Et d'ailleurs, dans le New Green Deal de Ursula von der Leyen, la Commission européenne a décidé de laisser une large place au financement de l'économie circulaire sur les 750 milliards d'euros qu'elle a mis sur la table. Donc là aussi, c'est plutôt encourageant. Ouais. Et enfin, dernière question, plutôt personnelle. Toi, en tant qu'enseignant-chercheur, spécialisé sur cette thématique, as-tu des recommandations pour aller encore plus loin dans le domaine de l'économie circulaire? Probablement, la plus importante, c'est celle de s'y intéresser et de voir que finalement, on peut être très rapidement convaincu par le fait qu'il faut mettre en place l'économie circulaire et qu'il y a des moyens très simples de mettre en place l'économie circulaire. Et encore une fois, on n'est pas obligé de faire de l'innovation, même si c'est important, mais voilà, on peut aussi mettre en place des méthodes d'économie circulaire et des nouveaux business models. Donc voilà, s'y intéresser, c'est déjà avoir envie de ensuite y aller. Et puis comme je l'ai donné, il y a plein d'exemples d'entreprises qui sont engagées dans l'économie circulaire et qui sont extrêmement rentables. Et donc voilà, il y a un gros business autour de ça. Et puis pour terminer, ce qu'on a aussi étudié, c'est les relations des entreprises entre elles qui mettent en place des processus d'économie circulaire. Et on s'aperçoit qu'on peut avoir des entreprises qui produisent des déchets sur un même territoire, qui pourraient utiliser les déchets des uns pour servir de ressources pour produire les biens qu'elles produisent. Et en fait, elles ne le font pas. Elles sont colocalisées, mais elles ne savent pas que les déchets peuvent servir de ressources pour elles. Et donc, il y a aussi besoin souvent d'acteurs intermédiaires pour essayer de mettre en relation les entreprises, parce que ça ne va pas de soi aussi. Et donc, cette mise en relation des entreprises, elle est aussi importante. Et là, on est en plein dans ce qu'on appelle la gouvernance territoriale. Donc, comment on met en place
des nouveaux modèles où les entreprises ne sont pas forcément concurrentes, mais peuvent être aussi partenaires, y compris dans des secteurs d'activité différents. Et qui peut favoriser ça? Une région, une collectivité? Plutôt une collectivité. Ouais. Donc là aussi, c'est ce qu'on montre. On parle d'acteurs intermédiaires territoriaux pour désigner en fait ces acteurs, ces collectivités territoriales qui connaissent bien leur tissu industriel, leur tissu d'entreprise et qui sont capables de dire ah bah tiens, tes déchets pourraient servir pour l'entreprise à côté de chez toi, etc. etc. Donc ils sont privilégiés justement pour mettre en place cette économie circulaire. Ouais. Bon, bah super, plein de pistes de réflexion. Ouais. Merci à tous d'avoir écouté ce podcast et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode des Belles Découvertes.